Merci. C'était les amis de Vincennes de m'avoir invité à parler d'un sujet un peu loufoque. Vu que je suis médiéviste de formation, spécialiste de l'histoire médiévale, mais ma carrière a pris un tournant bizarre. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma qui traite du Moyen Âge, à la bande dessinée qui traite du Moyen Âge. Au début, mes collègues me regardaient avec des gros yeux en me disant mais qu'est-ce qui lui arrive, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puis petit à petit, ils ont fini par m'accepter comme je suis. Voilà, et accepter des sujets un peu étranges comme ça où on s'intéresse justement au médiévalisme. C'est pour ça que la médiévistique, on fait la différence. Hein. Médiéviste, c'est les gens des historiens qui font du Moyen-Âge, en fait, des archéologues qui traitent du Moyen-Âge. La médiévistique, maintenant, c'est le nom savant pour dire en gros l'histoire du Moyen-Âge. Hein, voilà. Et le médiévalisme, en fait, hein, c'est encore un néologisme. Hein, on parle un peu de néologisme au début. C'est en fait la manière dont est représenté le Moyen-Âge à l'époque contemporaine. C'est-à-dire comment, depuis le 19e siècle, on a imaginé le Moyen-Âge. Et en fin de compte, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que il n'y a pas, pour la plupart des gens, hein, y compris les historiens et les historiennes, je précise, hein, en fin de compte, notre rapport principal au Moyen-Âge n'est pas un rapport d'historien, n'est pas un rapport n'est pas lié au Moyen-Âge des historiens, au Moyen-Âge historique, mais c'est lié au Moyen-Âge imaginaire, fantasmé, au médiévalisme. Hein. On a tous, hein, enfants, vous comme moi, eu notre premier contact au Moyen-Âge. Peut-être qu'il y en a certains qui ont lu Marc Bloch dès qu'ils avaient 3 ans, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, la plupart d'entre nous, on a eu notre premier contact avec le Moyen-Âge à travers des films ou de la bande dessinée. Hein. On faisait un sondage, hein, je pense qu'on citerait, il y aura un paquet de gens qui vont citer le Ivanhoe de Torp de 52, le Robin des Bois de Curtis de 38, voilà, ou la bande dessinée, par exemple. Hein, il y a un monsieur je sais pas où le monsieur il est là-bas, qui me parlait de Jean et Pierre-Louis, par exemple, de Peyo, voilà, dans Spirou, par exemple. Voilà, en fin de compte, notre premier rapport avec le Moyen-Âge, c'est un rapport lié au Moyen-Âge imaginaire, fantasmé, ce qu'on appelle le médiévalisme. Euh, et là où c'est intéressant, c'est quand on creuse un petit peu, alors le médiévalisme, évidemment, hein, il apparaît au 19e siècle. En fait, ça commence un peu au 18e siècle, mais ça explose au 19e siècle, notamment hein, l'œuvre principale hein, médiévaliste, hein, l'œuvre fondatrice quelque part du médiévalisme, c'est le Ivanhoe, hein, le roman cette fois de Walter Scott, hein, qui paraît en 1819, qui est très rapidement traduit dans plein de langues, y compris en français, qui a beaucoup marqué. Après, en France, évidemment, vous allez avoir Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, voilà, hein, ça c'est des hommes, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'on s'est fasciné pour le Moyen-Âge dès le 19e siècle, en fait, dès le début du 19e siècle, on s'est fasciné pour le Moyen-Âge. Et il y a des raisons historiques à ça, en fait. Hein. On est à une époque où, justement, notamment, on est au début de la révolution industrielle, hein, et cette révolution industrielle, elle inquiète. Hein, la révolution industrielle provoque plein de bouleversements sociaux, et donc, quelque part, en réaction hein, à cette révolution industrielle, on se plonge dans ce Moyen-Âge fantasmé, en fait, hein, qui devient très positif. Mais là où c'est intéressant, c'est que, en fin de compte, prenons le cas d'Ivanhoe, par exemple. Hein, beaucoup de gens n'ont pas lu Ivanhoe, par contre, hein, beaucoup de gens ont vu Ivanhoe. Et en fin de compte, le médiévalisme, hein, notre médiévalisme à nous, c'est avant tout un médiévalisme visuel. Hein. Il passe principalement par le cinéma et par la bande dessinée. Hein. Il y a vraiment, quand on fait un peu des petits sondages comme ça, en fait, hein, limite, on pourrait même prendre un témoin, en fait, hein, on se rend compte que la plupart des gens ont d'abord vu le Moyen-Âge, hein, ont d'abord vu des œuvres médiévalistes et pas lu des œuvres médiévalistes. Et là où c'est fascinant, c'est pour ça que le titre est un peu provocateur, en fait, mais vous allez voir, en fait, il y a une grande partie de ça, c'est que tout ce médiévalisme visuel, en fait, hein, que ce soit le cinéma ou la bande dessinée, est avant tout, est en grande partie produit et fait aux États-Unis. En fait. Et toutes ces œuvres-là, en fait, et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à étudier en détail ces œuvres-là, et ça c'est un axiome majeur, en fait, quand on commence à étudier le médiévalisme, on se rend compte que quand on regarde par exemple un film médiévaliste, le film va plus vous apprendre sur la période où il a été fait que sur la période qu'il est censé représenter. Par exemple, si vous regardez le Ivanhoe de Torp de 52, vous n'aurez quasiment rien de réaliste, hein, de réel par rapport à l'Angleterre du XIIe siècle. En fait, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Par contre, vous allez apprendre beaucoup de choses, si vous étudiez sérieusement ce film-là, sur les États-Unis des années 50. Parce que ce film-là, en fait, est un véritable commentaire politique de la situation américaine dans les années 50. Je vais prendre quelques exemples comme ça. Alors, néanmoins, encore une fois, hein,
le titre, bon, on parle des origines américaines, hein, le Moyen-Âge, les origines américaines, c'est une forme de provocation. Évidemment, en fait, hein, le médiévalisme, il est d'abord en fait anglais et français, il est aussi allemand, évidemment, quand on pense à Wagner, mais en fin de compte, vous allez voir, en fait, quand il va y avoir une immense production, en fait, ce qu'on appelle une production de masse au cinéma et en bande dessinée, on se rend compte qu'il y a une énorme part de cette production qui vient des États-Unis ou qui a été influencée par la culture populaire américaine. Je donne quand même pour commencer un petit exemple français, hein, pour le coup, parce qu'on a eu, fin 19e, début 20e siècle, des productions de livres illustrés. Hein. Pas beaucoup de bandes dessinées, hein. La bande dessinée, ça arrive tardivement en France, mais on a des productions de livres illustrés, en fait, hein, qui traitent du Moyen-Âge. Un des plus connus, un des auteurs les plus connus de ça, c'est évidemment Job, hein, donc, que vous connaissez peut-être, en fait, hein, donc, qui a écrit notamment ce. Alors, je vous donne, c'est une image qui est tirée de ce livre. Hein, il a écrit avec Montorgueil une biographie illustrée pour les enfants de Louis XI, hein, donc, qui va être publiée en 1905. Hein. Alors, vous pouvez la trouver très facilement parce qu'elle est maintenant disponible en PDF, hein, sur le site de Gallica, en fait, hein, le site de la Grenelle. Vous pouvez même la voir en fait, hein, sur votre ordinateur, mais vous pouvez la voir assez facilement, gratuitement. Donc voilà, donc ça c'est quand même un plus aussi avec tout le travail de conservation et de reproduction que fait la BNF. Donc ça, des exemples comme ça, hein, et c'est un livre qui va connaître un très franc succès. Surtout qu'à l'époque, hein, aujourd'hui Louis XI, c'est un roi un peu oublié, hein, mais à l'époque Louis XI, c'est un roi qui plaît à la fois à la droite et à la gauche. Donc, voilà, donc, autant vous allez avoir des figures clivantes, hein, vous savez, dans le Moyen-Âge, hein, chacun va essayer de récupérer ses figures à lui. Hein, donc, mais Louis XI, c'est une figure qui peut plaire à la fois à tout le monde. Hein, donc, hein, c'est une figure qui va connaître pas mal de succès. Le livre va connaître pas mal de succès, au point que, en fait, en 22-23, il va y avoir un projet de film qui va être fait autour de la vie de Louis XI, hein, donc, qui s'appelle Le Miracle des loups, que vous connaissez peut-être, mais dans la version colorisée des années 60 avec Jean Marais. Hein, donc, voilà, et Roger Hanin qui joue le duc de Bourgogne aussi, voilà, ce qui est assez amusant. Et donc, vous allez avoir, par contre, ce film-là colorisé des années, je crois qu'il date de 62-63, ce film-là. Donc, et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, la première version qui date de 24, c'est une version muette, en fait, hein, et qui est une super production à l'époque. Hein. Il va y avoir carrément l'armée française qui va participer. Hein. Il va y avoir plein de figurants, je crois 2000 ou 3000 figurants. On va prendre notamment la ville de Carcassonne. En fait, on va filmer sur les remparts. Hein, tout, donc, et en fait, Job va être embauché pour ce film-là, pour notamment être costumier. Hein. C'est lui qui va faire les travaux préparatoires pour les costumes. Hein. C'est pareil, là, ces travaux préparatoires sont aussi sur le site de Gallica. Hein. On peut les avoir assez facilement. Donc, là, vous avez Job donc, qui est embauché pour ça. Et vous avez donc le film. Hein, le film qui malheureusement, lui, est très difficilement disponible. Hein. Il y a une réédition en DVD il y a quelques années. Donc vous avez un film, mais qui, encore une fois, qui est une très très grosse production de l'époque, qui est aussi une production qui déjà en fait hein, est une espèce de réponse aux productions cinématographiques américaines et allemandes. Vous savez qu'en 22, il y a un très grand film, une super production américaine qui envahit les écrans français, c'est Le Roman des Bois avec Douglas Fairbanks en fait. Hein, donc, voilà, donc, qui est une méga production. Et là, le cinéma français, qui est déjà en fait en partie à la traîne en termes de volume et tout, veut répondre en fait à cette espèce de Roman des Bois de Fairbanks, et donc produit Le Miracle des loups, en disant bah, nous en fait, autant le Roman des Bois de Fairbanks, ils avaient refait un château de A à Z hein, dans les studios d'Hollywood, donc ils ont refait un château de 40 mètres de haut, c'était assez impressionnant. Mais là, les auteurs de l'époque disent nous, on va tourner notre film Le Miracle des loups dans un vrai château. Hein, on a tourné à Carcassonne. Hein. Bon, ils ont oublié de dire que Carcassonne a été quand même en grande partie refait au XIXe siècle. Hein. Voilà, c'est un autre débat, mais oui, comme quoi, même le médiévalisme en fait touche l'architecture. Hein. Donc, maintenant, au niveau des. Voilà, là, j'ai pris quand même cet exemple, hein, mais pour vous dire que, quelque part, encore une fois, quand on regarde un petit peu, il y a des exemples hein, de médiévalisme français, médiévalisme populaire français, mais principalement le médiévalisme est très présent, très très présent aux États-Unis. Parce qu'en effet, alors, ça, je vous mets une image de 1895, hein, donc, qui s'appelle The Last Cavalier, en fait, le dernier cavalier, en fait, qui paraît en 1895. Alors, je vais dire ça de manière un peu brutale, je vais expliquer un peu après tout de suite, mais en fait, les Américains, dès le début, font un lien entre le western et le Moyen-Âge. Voilà. Ils font un lien entre le western et le Moyen-Âge. Vous l'avez sur l'image ici, hein, vous avez très nettement, je vais pouvoir me servir du pointeur,
J'ai pas... Alors, en fait, là, vous avez l'image. Alors, on est en 1895. 1895, c'est la fin de l'Ouest, hein. À l'époque, en fait, hein, vous avez donc, on sait, hein, depuis 1890, 1890, le bureau du recensement américain a dit la frontière s'est terminée, il n'y a plus de frontière, en fait, hein, voilà. Donc, les Amérindiens ont été vaincus et tout. Donc, voilà, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cow-boys, hein. Sauf que c'est une espèce de traumatisme pour les Américains. Les Américains sont construits depuis leur apparition comme étant des pionniers. Et là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont plus de frontières. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, pendant tout le XXe siècle, ils vont essayer de se trouver de nouvelles frontières, hein. Ça va être après l'air, puis après ça va être l'espace. Mais qu'au moins, il y a une espèce de traumatisme en fait, hein, dès la fin du XIXe siècle. On va dire, voilà, on a perdu notre frontière, on a perdu notre endroit où on pouvait s'accomplir, on devient des grands pionniers, quoi. Et en fait, vous allez avoir dès cette époque-là des auteurs, hein, notamment Owen Whistler, hein, donc, qui écrit donc, un article qui s'appelle The Evolution of the Cowpuncher, donc l'évolution du cowboy pour simplifier, qui dit en gros le cowboy disparaît, tout comme a disparu le chevalier. Donc le cowboy, en fait, le temps des cowboys est terminé, mais avant, on a aussi perdu le temps des chevaliers. Et donc on fait une espèce de parallèle, en fait, on romanticise quelque part, autant on romanticise l'époque des cowboys, tout comme on romanticisait l'époque médiévale. Là, vous avez donc le cowboy, hein, donc, oui, ici, hein, qui va tout simplement de gauche à droite et qui va peu à peu, le mouvement de gauche à droite, ça représente le temps qui passe. Et regardez bien, juste devant lui, vous avez évidemment des chevaliers, en fait, hein, qui sont juste là, en fait, hein, qui sont à moitié effacés comme si c'était des fantômes en fait, des temps passés, mais qui eux-mêmes étaient passés, enfin, qui disparaissent peu à peu, emportés par la vague du temps. Et donc il y a une espèce de fascination américaine très très forte pour l'image du chevalier, en fait, hein. Les Américains s'imaginent dès l'époque être des nouveaux chevaliers, en fait, hein, des héritiers de cette espèce d'imagerie chevaleresque extrêmement forte, et ils font encore une fois un parallèle très fort entre le chevalier et le cowboy. Pour eux, hein, le chevalier était le pionnier du Moyen Âge, hein, et inversement, le cowboy était le chevalier en fait de l'Ouest, hein. Donc, alors c'est ce qui permet encore une fois d'idéaliser en plus à la fois la chevalerie et puis les cowboys. Alors, c'est pour ça que très rapidement, hein, et ça commence même avant les années 1890, hein, d'ailleurs, à l'époque, même dans le sud des États-Unis, hein, donc dans les années 1840, vous avez une partie de l'aristocratie sudiste qui va essayer de reconstituer enfin, reconstituer. Ils vont s'habiller en chevalier, puis ils vont faire des tournois, par exemple. Donc, imaginez, dans la Caroline du Sud, voilà, des gens qui sont habillés en chevalier, donc, il y a une véritable image, un imaginaire très fort, encore une fois, par rapport au enfin, pour les Américains, on a une espèce de relation très fantasmatique par rapport au Moyen Âge. C'est pareil, hein, on va construire dès les années 1850, 1860 des bâtiments en forme de château, par exemple. Donc, voilà, aux États-Unis, on va même carrément importer parfois des châteaux médiévaux, voilà, de l'Europe jusqu'aux États-Unis. On va construire, hein, notamment des cathédrales, hein, en forme de cathédrales gothiques, hein, voilà. Donc, et pareillement, à partir des années 1890-1900, on va construire aux États-Unis des gratte-ciels, avec parfois des espèces de gratte-ciels avec des formes un peu gothiques, hein. Même le pont Brooklyn, par exemple, qui est un des premiers grands ponts américains, en fait, hein, qui relie Manhattan avec Brooklyn. Et bien tout bêtement, quand on regarde bien les arches du pont Brooklyn, c'est des arches en fait gothiques, en fait. Donc il y a une espèce de fascination pour la période médiévale aux États-Unis. Et ça se traduit notamment dans la littérature pour enfants avec un homme dont je vais reparler, hein, qui est un homme très important, qui s'appelle Howard Pyle, qui est un grand auteur de livres pour enfants, qui écrit dès 1903 un livre qui s'appelle l'histoire, A Story of King Arthur and His Knights, donc une histoire du roi Arthur et de ses chevaliers, qui est un livre qui connaît, illustré, hein, vous avez un exemple ici, qui connaît un énorme succès, qui va même être lu et conseillé par Theodore Roosevelt à la Maison Blanche, qui dit voilà, c'est un livre absolument formidable. Vous avez le président des États-Unis qui dit c'est un livre que tout le monde doit lire, en fait, voilà, qui dit ça. Et c'est un livre qui va beaucoup marquer, hein, donc, qui va très rapidement être reproduit. D'autant, par exemple, que vous allez avoir Pyle va avoir pas mal de disciples. Il va y avoir notamment NCYF, hein, donc, qui va lui-même écrire un livre consacré au roi Arthur et illustrer un livre qui s'appelle au roi Arthur, qui s'appelle The Boys King Arthur, donc, le roi Arthur des enfants, en fait, donc, en 1922. Et assez rapidement, en fait, il va se passer, donc là on est dans une époque, en fait, on a voilà, des livres illustrés pour enfants, il y a aussi ça en France, en fait. Mais aux États-Unis, il va y avoir aussi une grande révolution en termes de médias, parce que à partir des années 1905 notamment, mais ça explose durant l'entre-deux-guerres, il y a un développement très fort de la bande dessinée aux États-Unis. La bande dessinée qui est notamment à l'époque publiée non pas en album comme aujourd'hui, mais qui est publiée avant tout
dans la presse, en fait, hein. Soit dans la presse quotidienne, ce qu'on appelle en strip. Donc en fait, c'est des bandeaux, en fait, vous avez des bandeaux noir et blanc, vous avez trois cases, en fait, hein. C'est encore le cas aujourd'hui dans pas mal de publications. Ou alors dans l'édition du dimanche, hein, à l'époque, hein, d'ailleurs c'est un peu comme en France, vous savez, le petit journal illustré, le dimanche est en couleur, hein, le supplément du dimanche est en couleur, bah, pareil aux États-Unis, les suppléments en couleur des journaux, en fait, hein, publiés le dimanche, étaient aussi en couleur. Et ce qui permettait à des auteurs de bande dessinée de proposer une page complète en fait, de bande dessinée, hein, donc, chaque semaine, en fait, hein, avec une histoire à suivre, en fait, ce qui permettait en plus de fidéliser un peu le lecteur, en fait, hein. Et donc, c'est les premières grandes BD comme ça, c'est par exemple les Tarzan qui apparaît en 29, il y a aussi la BD Flash Gordon, hein, qui va être traduit en France sous le titre de Guy Éclair, en fait, hein, donc, qui apparaît en 34, en fait, hein. Flash Gordon, c'est de la science-fiction, mais quand on regarde, c'est de la science-fiction avec des châteaux. Donc, voilà, donc, il y a tout un truc voilà, donc, qui est assez médiévalisé. Mais la BD qui va beaucoup marquer, notamment par rapport au médiévalisme, en fait, c'est évidemment, hein, donc, Ludovic en a parlé, c'est Prince Vaillant, qui paraît pour la première fois en 1937 sous la plume donc d'Harold Foster. Euh, c'est une bande dessinée donc, qui se déroule en fait à l'époque arthurienne, hein. Donc là, un des modèles de Foster, évidemment, hein, c'est à la fois NCYF et Howard Pyle. Et Foster, en fait, alors Foster est un homme de très très grand talent, très grand talent graphique, en fait, hein, oui, des images. En plus, il faut voir qu'à l'époque, hein, c'est des images qui sont produites, en fait, les pages de journaux, c'est vraiment, c'est pas des pages A4, hein, c'est des très grandes pages, hein, donc il y a vraiment une place, hein, pour développer ses dessins. Et Foster lui-même vient plutôt est à l'origine, n'est pas un auteur de BD, c'est un illustrateur, hein, qui fait vraiment parfois des très grandes illustrations vraiment parfaitement magnifiques. Et juste quand on regarde cette image, hein, quand vous regardez bien, en fait, hein, encore une fois, le but de Foster, même s'il va dire quelques années après qu'il s'était vraiment renseigné par rapport aux costumes, etc. Et tout, bon, en fait, il prend des libertés absolument immenses, hein, par rapport aux costumes, hein, ou par rapport à l'architecture, hein. Là, vous avez Camelot, hein, donc le château du roi Arthur au second plan. Euh, ouais, c'est médiéval, mais médiéval avec bon, c'est beaucoup d'alcool. Voilà, donc, il pris par exemple, vous avez le dôme principal, hein, en haut. C'est byzantin, enfin on dirait Sainte-Sophie, mais voilà, donc c'est voilà. Et évidemment en plus, hein, ces gens-là, alors ça c'est pareil pour Disney, hein, les châteaux, hein, quand eux ils pensent à château, ils pensent au château de Louis II de Bavière, hein, évidemment. Sauf que ce sont des châteaux qui sont des châteaux médiévalistes, des châteaux qui ont été refaits en fait, hein. C'est des châteaux qui ne sont pas du tout des châteaux médiévaux en fait, hein. Donc leur château en fait, l'imaginaire du château en fait, hein, il est avant tout médiévaliste en fait, hein. C'est pas des voilà, c'est pareil, hein, d'ailleurs. Le Haut-Königsbourg, hein, donc dans l'Alsace, en Alsace, hein, il a été vous voyez le Haut-Königsbourg en 1870, il reste trois pierres, hein. Vous avez après Guillaume II qui dit qu'on va tout reconstruire. Mais le Haut-Königsbourg aujourd'hui, c'est avant tout, c'est pas un château médiéval, c'est avant tout un château médiévaliste en fait, hein, voilà. Donc, et tous ces châteaux-là, ils ont des photos, hein, de ces châteaux-là, et donc ils s'inspirent de ces châteaux-là. Et donc on n'est pas dans un discours, on n'est pas dans un procès, c'est pas un historien qui essaie de dire voilà, un château ça ressemble à ça. On est chez les gens qui sont là pour dire, pour émerveiller leur public, hein. Le but c'est que le lecteur ait envie de continuer à lire la bande dessinée la semaine d'après. Et donc d'acheter le journal en fait, hein. Donc évidemment, ils veulent absolument en mettre plein les yeux, hein. Pareil, au niveau des couleurs, il y a des couleurs qui sont complètement fantasmées, enfin, par rapport au Moyen-Âge, voilà. Hein, vous allez avoir des chevaliers tout en rouge. Le roi Arthur qui ressemble, vous avez le roi Arthur ici, hein, qui ressemble à Charlemagne, puisqu'en plus il a la couronne. Voilà, enfin bon, voilà, c'est assez délirant, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on regarde bien le début de Prince Vaillant, dès sa première apparition, en fait, Prince Vaillant, là, c'est la première planche, en fait, hein, qui parle, hein, qui est encore constituée. Il n'y a pas encore de grandes images, hein. Là, on est vraiment dans le strip, la série de strip, la série de strip, avec trois cases. Voilà. Mais quand on regarde bien, en fait, Prince Vaillant, ses parents, c'est marqué dès le début, là, c'est marqué en anglais, mais je vous le traduis très rapidement. Ses parents étaient en fait des souverains d'un royaume lointain, en fait, hein, de Tulé, en fait, un royaume européen. Et ils ont dû fuir chez eux parce qu'ils étaient poursuivis par des ennemis. Ils ont traversé les mers, ils arrivent dans une terre nouvelle, en fait, voilà. Et quand ils arrivent dans une terre nouvelle, on les voit ici, hein, vous avez ici, donc, ils rencontrent des ladies, des savage Britons, donc des Bretons sauvages, en fait, hein, donc, voilà, donc, qui s'opposent en fait à leur arrivée, en fait, hein.
Et sauf que ces Bretons sauvages, en fait, hein, bon, voilà, voilà, donc, vous avez évidemment à nouveau c'est très dramatique. Hein, donc, les parents de Prince Vaillant que vous avez ici, hein, même avec le curseur, c'est peut-être mieux. Que vous voyez ici, en fait, les parents de Prince Vaillant, en fait, ils arrivent, leur navire fait naufrage. Ils s'opposent donc à un troupeau, hein, voilà, de sauvages bretons, hein, qui arrivent. Hein. Au début, le père de Prince Vaillant s'apprête à se battre. Ils se battent au début, et puis petit à petit, en fait, ils fondent un campement. Et puis, en fait, assez rapidement, en fait, hein, ils trouvent des grandes terres, hein, qui sont complètement vierges. Ils se mettent d'accord avec les Bretons, voilà, un peu sauvagés, un peu barbares. Et puis les Bretons leur disent, bah, tenez, toutes ces grandes terres qui sont occupées par personne, vous pouvez aller dessus, vous pouvez construire votre château. Évidemment, cette histoire-là, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle tout bêtement l'histoire des pionniers, en fait, américains du Mayflower. Les premiers pionniers américains, hein, qui ont rencontré des Amérindiens. Au début, il y a eu, enfin, là, c'est pas l'histoire, hein, c'est l'histoire fantasmée américaine, en fait, hein, le roman national américain qui dit ça. Hein. Il y a eu quelques oppositions au début, puis petit à petit, les pionniers se sont arrangés avec les Amérindiens, hein, parce qu'en fait, la plupart des terres étaient inoccupées. En fait, hein. Évidemment, c'est complètement faux. Mais on a vraiment, en fait, vous voyez, hein, encore une fois, un lien très fort entre la légende médiévale, en fait, hein, le médiévalisme américain, puis le western, en fait. Hein. Vaillant, c'est une espèce de nouveau cowboy, en fait. Hein. Prince Vaillant, le jeune Prince Vaillant, c'est un nouveau cowboy. Vous le voyez ici, d'ailleurs, hein, il voit les grandes terres vierges, il a un arc, hein, il tire dans les grandes il tire sa flèche dans les grandes terres vierges, en fait, hein, comme pour, quelque part, les accaparer. D'ailleurs, après, hein, là, vous avez cette image en plus grand, voilà, donc, qui est extrêmement belle. Hein, donc, c'est, je crois, le troisième ou la quatrième planche de Prince Vaillant. Donc, Prince Vaillant, qui est censé être une histoire médiévale, bah, commence comme un western. Et quand on continue, en fait, ça continue comme un western. Là, vous avez Prince Vaillant, le plus vieux, son père a construit un château. Son château, il a une tête un peu bizarre, hein, donc en fait, c'est un fort de l'Ouest. C'est un fort avec des rondins, en fait. Hein, c'est exactement, prenez un western de John Ford de l'époque, hein, vous avez la même chose avec des forts de cavalerie dans l'Ouest, en fait. C'est strictement la même chose. Et puis Prince Vaillant, il n'a pas trop d'éducation de chevalier, hein, vous voyez, il a une espèce d'éducation, en fait, il se promène seul dans la nature et tout, il a une espèce d'éducation d'enfant de l'Ouest. Alors je continue, hein. Bon là vous avez l'image en plus grand, on est vraiment clairement dans le Fortin, en fait. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, le jeune prince Vaillant va dire à son père, hein, écoute, moi c'est bien gentil ton histoire de fort, mais j'ai envie de partir à l'aventure. Et donc Prince Vaillant part à l'aventure, voilà, tout seul, avec même pas une épée d'ailleurs, il part, voilà, puis il dit, bah moi je vais découvrir le monde. Il tombe sur un cheval, le cheval, en fait, il dit, tiens c'est pas mal, en fait, hein, bah, ce serait pas mal d'avoir un cheval, donc il construit sa propre selle, en fait. Hein. Il construit, et puis il trouve un cheval sauvage, et puis il le dompte, et puis il fait un rodéo avec. Hein. On est vraiment, encore une fois, dans le pur discours du western, en fait. Voilà, donc voilà, il dompte le cheval. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, ce jeune prince vaillant, il arrive à la cour du roi Arthur, et là, en fait, il y a une espèce d'opposition de choses et des cultures. Autant le roi Arthur est un homme extrêmement, voilà, vous allez voir un homme, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec une grande barbe, voilà, un roi assez âgé, très guindé, voilà, très posé, hein, très pacifié. Autant le jeune Vaillant est une espèce de feu follet, en fait, hein, qui est un peu ensauvagé, hein, qui a connu toute sa jeunesse dans la nature. Et ce qui est en fait assez amusant, c'est qu'on se rend compte quand on lit les pages de Prince Vaillant, dans l'esprit de Foster et donc dans l'esprit du public américain, le roi Arthur, c'est l'Angleterre, c'est la vieille Europe, et Prince Vaillant, c'est l'Amérique. Et vous voyez que, en fait, hein, dans toute cette espèce de BD médiévale, ça permet aussi aux Américains de se placer, en fait, par rapport à l'Europe. Le roi Arthur, c'est la vieille Europe, c'est la vieille autorité, hein, d'accord, hein, c'est l'autorité. Et Prince Vaillant, c'est le jeune, en fait, qui parfois est un peu bourrin, en fait, hein, il n'est pas très fin, mais par contre, il a plein d'énergie, hein, et il bouscule les habitudes très guindées de la cour du roi Arthur. Et quelque part, Prince Vaillant, hein, on a vraiment l'image du chevalier populaire. Ça, c'est très fort dans pas mal de bandes dessinées américaines, dans les films américains. Pensez par exemple même par rapport à des films comme, y compris Yvonne Thorpe en fait, hein, ou Romain des Bois par exemple, on a vraiment l'idée que les chevaliers américains sont des gens qui viennent du peuple. Hein. On est vraiment dans une espèce de discours un peu démocratique en fait. Hein. Donc c'est assez frappant. Là vous avez donc Prince Vaillant qui arrive à la cour du roi Arthur, il arrive avec son cheval et forcément il arrive carrément à cheval. Et au lieu de déposer son cheval à l'écurie, il arrive carrément dans la salle du trône à cheval. Hein. Donc forcément il se passe une espèce de catastrophe et on bouscule pas mal de soldats. En fait, voilà.
Et sauf qu'après, petit à petit, le roi Arthur l'accepte, hein, mais voilà, et donc le roi Arthur qui parle avec Merlin, il dit qu'est-ce qu'on va faire de ce cigoto-là? Puis en fait, en fin de compte, Vaillant va quand même amener une espèce de fraîcheur, hein, très forte dans cette cour extrêmement gardée. Et ça, en fait, quand on regarde bien, c'est constant, constant, constant dans pas mal de BD américaines, dans pas mal de films américains. On a vraiment cette image, voilà, de jeune chevalier, voilà, un peu rafraîchissant en fait, hein, qui va bousculer en fait la cour. Et c'est une manière aussi qu'ont les Américains à l'époque et même encore aujourd'hui de s'imaginer par rapport au monde. En fait, ils disent, nous, on est un peu les jeunes premiers qui vont bousculer un peu les habitudes de la vieille Europe, quoi. Donc, c'est encore une fois extrêmement intéressant et on voit que ça passe, hein, par le discours de la bande dessinée médiévaliste. Alors, je saute quelques temps en fait assez rapidement euh, alors c'est quelques années plus tard, là on est en 1939, hein, donc là les premiers épisodes que je vous ai montrés c'est 37, hein, mais c'est en 39. Et en 39, le prince Briand, qui est quasiment devenu un chevalier de la table ronde, décide d'aller visiter l'Europe. Et au bout d'un moment, il arrive dans l'Europe centrale et puis il tombe sur un château en fait, hein, dans les Alpes, en fait, hein, qui est attaqué par des Huns. Alors oui, parce qu'en fait, bon, vu que le roi Arthur est censé, alors je dis bien censé parce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui le roi Arthur n'a pas existé, que c'est une légende, c'est une création littéraire et tout, mais est censé vivre à la fin du 5e, début du 6e siècle, et ben Rolf Foster qui s'embarrasse pas trop de détails, il dit bon on va mettre des 1 là-dedans. Voilà. Voilà, donc il montre en fait le jeune prince d'ailleurs que vous voyez ici d'ailleurs, hein, vous voyez ici, là, hein, avec son bouclier qui est reconnaissable parce qu'il a un cheval dessus en fait. Hein, donc on a Prince Vaillant qui aide donc ce château à résister en fait à une espèce de horde de Huns. Alors évidemment, on pourrait se dire encore une fois, c'est un Américain qui ne connaît pas un peu qui connaît pas son histoire ou qui prend une immense liberté avec l'histoire. Et vous aurez raison de dire ça. Sauf que, il y a des raisons en fait. Hein. Il y a des raisons pour faire ça. En fait. La raison, c'est qu'à l'époque, alors aux États-Unis et en Angleterre, quand on dit Hun, donc le 1, en fait, on sait exactement à quoi ça fait référence. Le 1, en fait, c'est une référence à l'allemand, aux Allemands. Autant en France, alors je vais employer un terme que je n'aime pas trop, c'est un vieux terme, mais vous savez, à l'époque, hein, on disait Bosch, en fait, voilà, dans la presse, hein, voilà, c'était le terme péjoratif pour désigner un Allemand. Autant le terme péjoratif en anglo-saxon, c'est pas ça, c'est un, le Hun. Ce qui permet évidemment, hein, vous voyez encore une fois, le discours médiévaliste, en fait, il est extrêmement intéressant, ça permet de disqualifier l'allemand comme un barbare de l'Est, en fait, un barbare hirsute. Hein. Vous avez des caricatures pendant la Première Guerre mondiale, on voit Guillaume II en un avec de la fourrure, une espèce de grosse moustache, voilà, avec une espèce de gros gourdin. On dit, vous voyez, c'est une espèce de gros, voilà, c'est une espèce d'un barbare, voilà, extrêmement sanguinaire. Ce qui permet, à contrario, de représenter les Anglais ou les Américains comme des nouveaux chevaliers qui vont résister à ces barbares-là. Et là, vous avez exactement ça. D'autant plus que quand Foster fait ça, on est alors je crois que c'est en juin ou en juillet 39. Voilà. Et là, on est dans une actualité très brûlante. Alors les États-Unis ne sont pas encore en guerre, ils vont rentrer en guerre en décembre 41. Donc, mais quand même, une partie de l'opinion publique américaine, et il y a une partie qui ne veut pas s'engager, voire une minorité qui est carrément pro-Hitler, mais il y a une partie qui est assez anti-allemande. Et Foster, là concrètement, quand il met ces images-là de châteaux dans les Alpes bavaroises attaquées par les Huns, on comprend qu'il parle. C'est exactement d'ailleurs un peu ce qu'a fait Hergé, hein, en l'occurrence, hein, quand il fait Tintin, le sceptre d'autocar. Hein, c'est la même chose en fait. Hein, donc, hein, là, en fait, Foster utilise ça en fait pour parler en fait donc à la fois de l'Autriche ou des Sudètes ou de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, pas encore de la Pologne, mais en tout cas de l'Europe centrale qui est assaillie par les armées hitlériennes. D'ailleurs, au bout d'un moment, après la guerre, enfin pendant la guerre, hein, Foster n'a même pas s'en cacher. Hein, là, vous avez une image. Alors c'est une image qu'il a fait en 43 et qu'il a envoyé, je crois, c'était une espèce de c'était pour le jour de l'an 43 en fait. C'est une image qu'il a envoyé des amis. En fait, hein, là vous avez Prince Vaillant en fait, hein, qui est en train de menacer un par terre. Le nain il est peut-être un peu reconnaissable. En fait. Voilà. Donc hein, il est marqué toi pauvre imbécile en fait. Hein, tu as toujours commencé à créer des problèmes hein, et que tu n'as jamais pu les terminer. En fait, voilà.
évidemment, là, on a une image, encore une fois, très forte de l'allemand, et encore plus la Hitler. Donc là, c'est complètement assumé. Alors, là, je vous montre justement ces images de la Première Guerre mondiale. Là, vous avez à la fois, là, vous avez une caricature euh, qui était fait aux États-Unis, où vous avez là la Belgique ici, hein, qui est représentée comme une jeune vierge, en fait, hein, donc, qui est tuée qui était littéralement violée, en fait, hein, c'est marqué. La neutralité de la Belgique était violée par le 1 allemand. Et là, vous avez aussi, tout bêtement, cette autre image, en fait, un Beat Back the Hun, hein, combattez le 1 avec les bons de la liberté, donc en gros les bons du trésor qu'il fallait acheter, hein, pour soutenir l'effort de guerre. Donc on a vraiment une imagerie qui est très forte, et encore une fois, à l'époque où Foster fait sa bande dessinée, tout le monde comprend l'allusion. En fait. Autant aujourd'hui, nous on l'a pas automatiquement, autant à l'époque, tout le monde l'a compris. D'ailleurs, il y a aussi ça en France, hein, dans la presse, par exemple, pendant la bataille la première bataille de la Marne en 14, hein, on a des titres des journalistes qui disent en gros, c'est la nouvelle bataille des champs cataloniques. En fait. On compare cette bataille avec la bataille des champs cataloniques en 1451. Donc on a vraiment une imagerie très forte en fait, par rapport à ça. Alors, très rapidement, Foster a une énorme. Hein, sa bande dessinée, d'ailleurs, je précise, Prince Vaillant est toujours publié aujourd'hui. Tous les dimanches aux États-Unis, vous avez votre page en fait, de Prince Vaillant qui est toujours publiée. Alors, c'est plus Foster qui le fait parce qu'il est décédé en 82, si je me souviens bien. Mais Foster va faire Prince Vaillant pendant quasiment 40 ans, une page par semaine, jamais malade, jamais loupé. Voilà. Chaque semaine, il faisait sa page de Prince Vaillant. Ce qui fait que Foster, en fait, vous avez Prince Vaillant, vous avez. C'est énorme, Prince Vaillant. Je crois qu'il a fait 2000 pages, c'est juste absolument délirant. Et c'est une série qui continue encore aujourd'hui. Ce qui fait que c'est la plus longue série en bande dessinée qui ait jamais été faite. Ininterrompue. C'est juste délirant, Prince Vaillant. Et Prince Vaillant, on va avoir une énorme influence pour l'ensemble de la bande dessinée occidentale. Aux États-Unis, là, je vais expliquer ça très rapidement. Aux États-Unis, là, je vais vous expliquer ça après, mais par exemple, pensez en France. En France, Gottlieb va se moquer de Prince Vaillant, par exemple, dans les années 60, mais avant même les années 60, vous allez avoir, par exemple, en 47, dans le journal, alors c'est pas le journal Prince Vaillant, mais c'est le journal qui s'appelait Vaillant. Je ne sais pas si il y en a qui ont connu ici, Vaillant. Voilà, Vaillant, c'était le journal avant Pif, en fait. Hein, donc c'était avant Pif, hein, avant Pif Gadget. Vaillant, qui était donc, comme Pif, hein, qui était lié la presse de jeunesse, mais liée au Parti communiste. En fait, hein. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en 47, vous allez avoir une bande dessinée médiévaliste, en fait, qui s'appelle Yves Leloup. Voilà, donc il y a aussi, ils ont fait pas mal de bandes dessinées médiévalistes, hein, Vaillant, ils ont fait Ragnar aussi, ils ont fait Roman Noir. Et Yves Leloup, en fait, c'est Prince Vaillant. C'est Prince Vaillant, c'est du copier-coller de Prince Vaillant. Sauf qu'à l'époque, hein, vous savez, toute la presse de jeunesse, que ce soit française, qu'elle soit catholique ou communiste d'ailleurs, hein, parce que généralement c'est l'un ou l'autre, hein, et vraiment n'a pas envie, refuse que les productions de jeunesse américaine arrivent sur le marché français. Donc il pousse pour qu'il y ait une législation pour empêcher l'arrivée de la bande dessinée américaine. Ce sera le cas d'ailleurs avec la loi de 49. Hein, et en fait, ce qu'ils font aussi complètement avant cette loi, c'est qu'ils produisent des imitations en fait, de bande dessinée américaine, hein, mais produites faites par des auteurs français. Et Yves Leloup, c'est exactement ça, c'est Prince Vaillant, mais version française. Hein. Le premier épisode de Yves Leloup, c'est assez marrant. Il y avait une invasion étrangère, une invasion de vikings étrangers. Hein. Le roi Arthur se réfugie dans son château parce qu'il a très peur. Et Yves Leloup fait tu te réfugies dans ton château, mais t'es un lâche. Moi, je vais prendre le peuple avec moi, puis on va tous combattre les vikings. On comprend que c'est une allusion à la résistance. C'est évident. Et évidemment, dans cette version de Yves Leloup, dans cette version de Prince Vaillant française et communiste, hein, le roi, c'est pas quelqu'un de sympathique, hein, voilà, donc la quête du Graal, on s'aperçoit que c'est une invention par l'Église, voilà, les évêques ont dit n'importe quoi, voilà, donc c'est assez amusant. Mais vous avez une imitation, encore une fois, la première BD arthurienne française, c'est une BD communiste, hein, c'est assez amusant. Et pareil, vous allez avoir aussi, c'est plutôt dans fin des années 50, début des années 60, et je crois que c'était dans Spirou, ou dans Tintin, je ne sais plus, vous allez voir Chevalier Ardent. Hein. Chevalier Ardent, c'est une imitation de Prince Vaillant. En fait, hein. Il y a plein de pays comme ça qui vont produire des imitations de Prince Vaillant. Prince Vaillant va beaucoup marquer en
une fois, Foster va vraiment avoir une énorme influence et va beaucoup marquer la bande dessinée médiévaliste. Là, aux États-Unis, hein, il y a une autre influence qui va avoir Foster, c'est que, bon, là, je vous mets un exemple. Là, c'est un épisode qui date de 38, hein, c'est marqué là, la date. Hein, je ne les connais pas par cœur, mais c'est juste marqué là. Donc, je triche, hein, je mets anti-sèche. Donc, c'est c'est 15 janvier 38, hein, c'est la planche 49. Hein. Et donc, vous voyez, cette image-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, on la retrouve là, dans des comics. Là, vous avez ici la même image, regardez bien, strictement la même image. Et là, c'est du copier-coller. En fait. Aujourd'hui, il y aurait ça, il y aurait tout de suite un procès. Bon, à l'époque, hein, c'était pas la même chose. Alors, les comics, hein, je précise, c'est pas la même chose que les bandes dessinées de presse. Foster, bande dessinée de presse. Donc, sa bande dessinée était publiée dans la grande presse, en fait, dans les grands journaux. Il y avait 200, 300 journaux aux États-Unis qui publiaient du Foster tous les dimanches. Là, les comics, c'est des petits fascicules à bon marché qui étaient composés quasi exclusivement de BD. Et la grande différence, c'est que Foster, lui, c'était plutôt un homme, enfin, ce qu'on appelle, enfin, il faisait partie de la classe moyenne, voilà, c'était quelqu'un qui était assez reconnu hein, dans son milieu, hein, qui était assez bien payé. Les comics, et qui vivait, voilà, qui faisait partie de la, voilà, qui était comment ce qu'on appelle un WASP aux États-Unis, donc un White Anglo-Saxon Protestant, donc un protestant blanc anglo-saxon, donc qui était quand même assez reconnu. Là, les comics, ils sont produits à New York, et généralement sont produits par des gens qui sont payés au lance-pierre, et qui sont issus de milieux très populaires, issus de l'immigration récente. Là, les deux auteurs, ils sont très connus aujourd'hui, hein, parce que c'est des gens qui ont beaucoup marqué, en fait. Hein. Jack Kirby, Joe Simon, en fait, hein, c'est des auteurs en fait, de comics qui après vont faire beaucoup de comics de super-héros et qui sont, la plupart des auteurs de comics de l'époque sont juifs, en fait, hein, parce que ils sont, encore une fois, ils sont moins payés, donc c'est des gens qui vont, ils sont moins considérés, donc c'est des postes en fait qui peuvent avoir en fait, et pas des postes dans la grande presse. En fait, donc, et on voit par contre que, encore une fois, Joe Simon et Jack Kirby vont avoir en fait, vont adorer Harold Foster et vont s'en inspirer directement. Hein. Là, vous avez un comics de super-héros hein, qui va pas beaucoup être publié, hein, qui s'appelle Red Raven, donc le corbeau rouge en fait, vous avez un style de super-héros avec des ailes en fait. Donc, hein. Et puis, tout bêtement, quand ils vont décider de créer un autre super-héros en fait en 41, ils vont dire bah, tiens, si on crée un chevalier, puis ils vont le placer dans un contexte contemporain. Et ce super-héros-là, c'est Captain America. Captain America, alors c'est peut-être pas vos générations en fait, hein, mais la plupart d'entre vous, c'est plutôt la mienne en l'occurrence, hein, mais c'est un super-héros qui est très très connu. Vous avez des films aujourd'hui autour de Captain America. Mais Captain America, c'est un chevalier en fait. On voyez bien le bouclier qu'il a. C'est un bouclier, voilà, c'est un écu en fait. Hein, il a une cotte de maille et tout. Hein, sauf qu'en fait, sur son écu, il n'y a pas de cheval. Hein, vous avez le drapeau américain en fait. Hein. Et donc là, Joe Sammet l'a même dit dans ses mémoires. Il a dit je me suis inspiré hein, pour créer Captain America d'un chevalier arthurien. Mais sauf qu'en fait, c'est un chevalier qui, hein, exactement un peu comme quand Vaillant combat les Huns. Voilà, sauf que là, c'est Foster en fait, il place au Moyen-Âge en fait un discours contemporain. Là, en fait, quelque part, là, Joe Simon et Jack Kirby, ils médiévalisent quelque part l'actualité. Et là, vous avez Captain America qui va carrément mettre un coup de poing à éclair en fait, hein, donc, sur la couverture du premier numéro de Captain America Comics qui paraît en mars 41. Donc on voit encore une fois que même chez les super-héros, d'ailleurs, on a vraiment une espèce d'imagerie très forte, hein, médiévale, hein, qui apparaît. Ça, en fait, quand on creuse, hein, c'est pour ça que hein, ça n'a pas l'air comme ça d'être connecté quand on parle du roi Arthur et puis des super-héros. En fait, hein, on s'aperçoit qu'il y a plein de super-héros. En fait, beaucoup d'auteurs de super-héros ont repris l'imagerie médiévale. Hein. Pensez à Batman, par exemple. Batman, hein, son surnom, quand il apparaît hein, en 39, son surnom, c'est le Black Knight, donc le chevalier noir. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, Captain America, on a clairement une allusion arthurienne. Alors, je finirai pour Prince Vaillant là-dessus. Là, on est dans un épisode, un épisode qui paraît en 54. Donc là, c'est une traduction allemande. Prince Vaillant va beaucoup être très lu en fait en Allemagne. Hein. C'était très très lu. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un épisode de 54. Alors, regardez bien cette image-là, en fait. Hein. Donc, à l'époque, en 53-54, vous allez avoir une espèce de poussée arthurienne assez étrange. Vous allez avoir plein de BD, plein de films arthuriens qui vont apparaître. En 53, vous allez avoir 3 films. Entre 53 et 54, vous avez 3 films arthuriens, de grosses productions qui sont produites par Hollywood. Vous allez avoir en 53 Les Chevaliers des Tables Rondes, fait par Richard Thorpe,
donc, avec Ava Gardner notamment, donc, qui va être un film très populaire. Vous allez avoir en 54 le film Prince Vaillant, donc la bande dessinée qui est adaptée au cinéma, avec Robert Wagner en Prince Vaillant. C'est assez drôle à voir parce que Robert Wagner, ils ont mis une perruque exactement pour avoir les cheveux que Prince Vaillant, c'était assez drôle en fait. Et vous allez avoir pareil en 54 un film qui s'appelle en français Le Serment du Chevalier Noir, donc qui paraît qui est une super production à l'époque, hein, voilà, avec une méga star de l'époque, un Hollywood qui s'appelle Alan Ladd, voilà, donc, que vous connaissez peut-être, hein, qui est une très très grande star, plus connue à l'époque que John Wayne. Et donc pourquoi vous avez cette espèce de production de films arthuriens, de films chevaleresques à l'époque? Tout bêtement parce que à l'époque, entre 53 et 54, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on regarde des films, hein, ou des BD médiévalistes, on apprend plus sur l'époque où ça a été fait qu'autre chose en fait. Hein. Et tout bêtement, à l'époque, on est en plein McCarthyisme. Et donc, cette fois, en fait, hein, on veut quelque part dire que les Américains sont dans une croisade contre le communisme. Et donc, on reprend l'imagerie chevaleresque et l'imagerie de la croisade pour critiquer le communisme. Et là, vous avez un épisode de Vaillant qui date de cette époque-là, où, bizarrement, étonnamment, Prince Vaillant décide avec son ami Gauvin de partir en Terre Sainte, de partir à Jérusalem. Donc, évidemment, hein, le but, c'est de dire quelque part que protéger Jérusalem, protéger la Terre Sainte, c'est protéger l'Amérique contre le communisme. D'ailleurs, dans cette image-là, l'image qui est ici, elle est assez frappante parce que dans cette imagerie-là, vous avez en fait tout bêtement Vaillant. Et encore une fois, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un discours historique là. Hein. Le but de Foster, c'est pas de faire de l'histoire en fait. C'est de passer un message en usant d'une imagerie médiévaliste. Là, vous avez ici, vous avez Vaillant, hein, et Gauvin qui sont juste là. Alors Vaillant, évidemment, qui en plus a changé son blason pour prendre la croix des croisés en fait. Hein. Et vous avez Vaillant et ses deux compagnons qui regardent les troupes romaines partir. Voilà. Encore une fois, on mélange les époques, on s'en fiche. Voilà. Les troupes romaines partir, et derrière, vous avez ici un 1. On mélange les époques, on s'en fiche. Hein, qui regarde, opposé face à Vaillant, qui regarde les troupes romaines partir. Les troupes romaines qui partent, c'est qui? C'est un empire, les Romains. Donc les troupes romaines qui partent, tout bêtement, ce sont les anciens empires coloniaux européens, hein, qui contrôlaient avant le Moyen-Orient, notamment, tout bêtement, les Anglais. Voilà. On est 2 ans avant l'affaire de Suez, notamment. Le 1, on comprend qui c'est, hein. Là c'est pas l'allemand en l'occurrence, hein. Le 1, tout bêtement, c'est les soviétiques, hein, donc voilà. Et donc vous avez donc face à face les Américains, les soviétiques, et puis donc hein, la vieille Europe qui elle part en fait, hein, laisse le champ libre à la nouvelle confrontation. Donc encore une fois, hein, on n'est pas dans un discours historique, même si Foster va dire oui, je me suis quand même inspiré de documents d'époque, hein, j'ai regardé. Non. Non, en fait, on se rend compte qu'en fait, son but, c'est pas de représenter le Moyen-Âge du tout. Je vais faire une petite pause boisson. En attendant, le temps que je boive, n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que je sais que c'est toujours frustrant d'attendre la fin de la conférence pour poser des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Ne soyez pas timide. On en reparle. A priori. Oui, madame. Ouais. Est-ce que vous croyez que l'Américain moyen des années 50, il voyait vraiment que c'était de la propagande? Il disait ça tous les jours comme ça. Est-ce que le lecteur moyen voyait que c'était de la propagande ou voyait le discours politique derrière? C'est une très bonne question. Alors là, pour avoir la vraie réponse, il aurait fallu avoir un sondage dans le lectorat. En même temps, il faut bien comprendre que, les lecteurs ne sont pas. Je pense pas que les lecteurs. Alors après, ça dépend de l'âge, évidemment, hein, d'accord, hein. Mais je pense qu'à l'époque, il y a une telle profusion de bandes dessinées chevaleresques, de films chevaleresques, qu'on comprend. Et je pourrais, par exemple, dans le Serment des Chevaliers Noirs, hein, ils ont simplifié des choses. Hein. Les méchants, c'est des Sarrasins, hein, qui attaquent Camelot, tant qu'à faire, encore une fois. On s'en fiche de l'histoire, hein, et sauf que les Sarrasins, c'est tout habillé en rouge. Comme ça, c'est réglé. Hein. Voilà. Là, c'est quand même limpide. Bon, voilà, donc en fait, en fin de compte, je pense que même si tout le monde ne comprend pas forcément l'allusion précise, on comprend inconsciemment, ça passe, et puis on baigne dans une ambiance, en fait, vous voyez, voilà, c'est le chevalier qui défend la chrétienté et tout. Parce qu'en plus, on incite beaucoup à l'époque, hein, c'est très fort dans le discours macartiste, hein, on dit beaucoup l'Amérique, d'ailleurs c'est à l'époque, vous savez, In God We Trust, hein, donc c'est à l'époque en fait où ça devient la phrase, hein, associée à l'État américain. Hein. C'est soit Eisenhower en fait. Hein. Avant, c'était pas ça en fait. Hein. Je
je rappelle, tout le monde dit les présidents américains ils jurent sur la Bible, c'est pas dans la Constitution en fait, hein, c'est une pratique en fait. Hein. Mais on peut jurer sur un épisode de Prince Vaillant si on veut, dire, ça, voilà, ça pose, voilà. Non, par contre, c'est vraiment tout le discours très religieux, la religiosité américaine très exacerbée et tout, ça date vraiment du mal. Enfin, en tout cas, il y a eu une poussée sous McCarthy, en fait, on associait justement les États-Unis avec un pays chrétien en opposition au communisme qui était athée. C'est dans la propagande, voilà. Et là, donc évidemment, quand on parle des croisades à l'époque, hein, il y a même un film, il y a un film à l'époque avec Rex Harrison d'ailleurs qui traite des croisades, qui est un film de 55. Hein, alors, je ne sais pas comment il s'appelle Saladin, enfin, mais il y a, Rex Harrison, il joue Saladin d'ailleurs. Il lui a mis du cirage sur la figure, là, donc il joue Saladin. Et c'est à la même époque aussi, voilà. Donc c'est quand même assez frappant en fait. Hein, donc voilà, je pense que pour le coup, ça parle au public, hein, ce type de parallèle. Et même si ça ne parle pas directement, consciemment, je pense qu'inconsciemment, le public baigne dans une ambiance voilà, qui, au bout d'un moment, notamment pour les plus jeunes, ça les touche, ça finit par les toucher. Mais vous allez voir en fait que c'est plus compliqué que ça parce que en fait, je vais en parler après. C'est qu'à la même époque, là on est en 53-54, à partir de 55-56, les productions arthuriennes baissent. Il y a une remontée des productions par rapport à Robin des Bois. Et sauf qu'en fait, Robin des Bois, c'est un personnage qui est associé à la gauche. Et donc, c'est juste après la chute de McCarthy, en fait, tout bêtement, vous allez voir, en fait, Robin des Bois, il y a une poussée, en fait, tout bêtement, parce qu'en fait, concrètement, Robin des Bois, c'est la gauche américaine qui produit ça, et c'est une réponse, en fait, au McCarthyisme, en fait. Donc, et là, c'est assez frappant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, monsieur, vas-y. C'était un peu un commentaire général. Ouais. On est malheureusement dans un phénomène continu, c'est-à-dire qu'on a toujours aujourd'hui la construction des représentations sociales à travers les médias les plus puissants. Là, c'était en effet la bande dessinée, dans laquelle la logique, c'est la répétition de la même idée simple. Hein, l'empire du mal est le contraire. Et ceux qui défendent, et puis on se retrouve, vous avez bien cité que ça démarre avec des questions économiques liées d'ailleurs. La Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, et les Américains qui vont booster à travers l'histoire du plan Marshall, qui vont essayer de mondialiser, mais pour lequel ils auront l'obstacle des pays communistes qui refuseront après, c'est même l'envahissement culturel. Mais idéologique. Mais ça, c'est frappant parce que même, vous voyez que dans la BD, en fait, en fin de compte, par exemple, la loi de 49, c'est exactement ça. C'est en fait, on faut bloquer en fait l'hégémonie culturelle américaine et tout par rapport à la production de jeunesse, en fait. Hein. Et alors après, attention, là, les bandes dessinées sont parce qu'on n'est pas. Madame, on peut les termes de propagande, par exemple. Moi, je mettrais peut-être un petit bémol par rapport à ça, parce qu'on n'est pas dans une commande d'État. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'État américain qui commande, qui dit à Rolf Foster, tu dois faire ça. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt, en fait, voilà, il y a une espèce de. Et c'est plus complexe que ça, parce que vous allez voir, en fait, il y a des productions américaines qui vont avoir des opinions, qui vont envoyer une imagerie divergente aussi, en fait. Voilà. Donc mais voilà, de toute façon, c'est clair qu'il y a aussi des discours, de toute façon, dans la presse de jeunesse, il y a aussi des discours politiques. Hein. Ça peut marcher avec Tintin, ça peut marcher avec Astérix, en fait. Hein. Donc évidemment, enfin, lisez des épisodes d'Astérix. Les épisodes d'Astérix, en fait, c'est quand même très très politique. Hein. Lisez Obélix et compagnie, quand même. Enfin, on va dire, voilà, il y a quand même des commentaires qui sont très forts. Donc en fin de compte, c'est pas que américain, en fait. Hein. Mais c'est pas que binaire, attention, parce que Rolf Foster, encore une fois, ça dépend des périodes, ça dépend de. Voilà, donc, il faut voir aussi que l'artiste qui fait ça, il a aussi sa sensibilité. Et donc, il y a des moments où en fait, il va insister plus sur des trucs, puis après, en fonction de l'actualité, il va insister sur des trucs, puis après, il va insister sur d'autres choses et tout. Donc, voilà, ça dépend en fait. Hein. Donc, voilà, donc après, bon, en effet, bon, c'est quelqu'un qui baigne, en fait, encore une fois, dans un milieu culturel qui est quand même assez marqué. Justement, j'allais parler de Robin des Bois. Et là, pour le coup, je suis obligé de faire un retour en arrière. Voilà, donc, je reviens, je fais un voyage dans le temps inversé. Et on retrouve encore une fois Howard Pyle, encore lui, toujours le même. Hein, donc, sauf que Howard Pyle, donc le bouquin sur le roi Arthur qui sort en 1903, 20 ans plus tôt, en 1883, là vous avez une réédition de 1892, mais la première édition c'est 1883, il sort un livre
sur Robin des Bois, un livre pour enfants illustrés, qui est un livre qui va encore une fois beaucoup marquer la plupart des créateurs, que ce soit la bande dessinée ou le cinéma, tout le côté. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans ce livre-là, Howard Pyle, il reprend une partie des histoires classiques de Robin des Bois. Alors attention, hein, les histoires classiques, en fait, c'est les balades, en fait, les anciennes balades médiévales de Robin des Bois. C'est un peu comme le roi Arthur, je vais un peu casser les mythes, hein, mais il y a fort à parier que ce soit le roi Arthur ou Robin des Bois, étaient des personnages purement littéraires. En fait. Voilà, des romans des Bois historiques, il y a des gens qui ont essayé de le trouver, le roman des Bois historique, voilà, on n'a jamais réellement trouvé. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des textes qui ont été faits dès le XVe siècle sur Robin des Bois, et ces textes-là ont été compilés plusieurs fois, notamment en 1795 par un monsieur qui s'appelle Joseph Ritson, qui est un Anglais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1795, Ritson est un Anglais très à gauche et qui est marqué évidemment qui est fasciné par la Révolution française. Et donc, c'est un des premiers à dire que voilà, Robin des Bois, en fin de compte, ce serait une espèce de proto-révolutionnaire. Notamment en insistant bien sur le fait qu'il volait donc aux riches pour prendre aux pauvres. Ce qui, quand on lit les textes médiévaux sur Robin des Bois, n'est pas évident en fait. Voilà, donc, c'est même Robin des Bois en fait, c'est un personnage beaucoup plus complexe et beaucoup moins sympathique dans les textes médiévaux. Ce qui est intéressant avec ce texte-là, c'est que quand Pyle reprend ce texte-là, Pyle, c'est quelqu'un qui est un Quaker. Quaker, vous savez, c'est une branche du protestantisme, mais qui est assez radical aussi, hein, et qui est en fait assez égalitaire. Et donc, il est marqué en fait par cette espèce d'idéologie Quaker. Et donc, quand il parle de Robin des Bois, il insiste beaucoup en fait sur le côté égalitaire, presque de héros social. Voilà, donc, et Robin des Bois, il fait de Robin des Bois un héros social. Dans ce texte-là, en fait, quand on regarde bien le texte, on se rend compte que Richard Cœur de Lion apparaît quasiment jamais, un tout petit peu. Le prince Jean encore moins, voilà. Et en fin de compte, tout ce qui fait les histoires classiques de Robin des Bois, avec voilà, le but de Robin des Bois dans ce texte-là, c'est pas de remettre le roi Richard sur le trône. Son but, hein, c'est de se venger du château de Nottingham et de prendre aux riches pour voler aux pauvres. Et c'est ce qu'il fait avec ses compagnons. D'ailleurs, à un moment dans le texte, en fait, il le dit, ça c'est page 5 en fait, de l'édition. En fait, Donc, les hommes de Robin des Bois firent vœu que, comme eux-mêmes avaient été spoliés, ils spoileraient leurs oppresseurs, qu'ils soient barons, et j'insiste sur le terme baron, vous allez voir après, barons, abbés, chevaliers ou un groupe d'écuyers, et qu'ils leur prendraient ce qu'ils avaient pris aux pauvres et aux moyens de taxes injustes, de loyers sur la terre ou d'amendes abusives. Ils tendraient aussi la main aux pauvres dans le besoin et leur redonneraient ce qui leur avait été injustement pris. De plus, ils jurèrent de ne jamais faire de mal à un enfant ni à une femme. Ça, c'est pas chiant, c'est dès le début, vous avez quand même un Robin des Bois qui, là, en termes politiques et sociaux, est un peu posé. Quoi. Et ça, évidemment, ça a marqué beaucoup la vision américaine de Robin des Bois. Là, vous avez une autre page. Pyle, c'est quand même magnifique en termes d'illustration. Vous avez la mort de Robin des Bois. Robin des Bois dans son lit, puis il tire sa flèche en fait, dans le ciel. Et en fait, il va être enterré à l'endroit où atterrit la flèche. D'autant plus, il y a aussi un truc très intéressant dans ce Robin des Bois-là, c'est Pyle insiste beaucoup sur le côté bois. Alors, je précise, Robin des Bois en anglais, c'est Robin Hood, c'est pas Robin Wood. Donc, c'est Robin Hood, c'est le Robin à la capuche. En fait, voilà. Et en fait, mais sauf qu'il vit dans il agit quand même dans la forêt de Sherwood. Et en fait, Pyle insiste beaucoup sur le côté sylvestre de Robin des Bois. Et c'est un peu comme le western d'ailleurs. C'est en gros, Pyle, il écrit pour un public qui est très urbain. Et c'est une manière de dire, en fin de compte, que les gens du Moyen-Âge étaient en contact avec la nature, alors que nous, aujourd'hui, nous les urbains, ne sommes plus en contact avec la nature. Il y a une espèce d'imagerie comme ça, un peu proto-écolo, qu'on a dans Robin des Bois, et qui est très associée aussi au médiévalisme. Ça, c'est aujourd'hui, quand vous regardez toute la production médiévaliste, en pensant par exemple à la fantasy, Tolkien, des choses comme ça, c'est très écolo. On a une espèce d'imagerie très idéalisée du Moyen-Âge, en pensant que c'est des gens qui passaient leur vie à courir dans les champs, voilà, et à faire courir dans les bois avec des fleurs partout. Voilà. Ce qui, encore une fois, n'était pas le cas. La condition de paysan médiéval, c'est pas génial. Voilà. En tout cas, on a une imagerie de Robin des Bois, extrêmement sociale, extrêmement politique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, j'ai insisté sur le terme j'insiste sur le terme baron.
Hein, là, vous avez vu, donc là, juste là, voilà, je vais prendre le pointeur. Ici, là. Donc, les premières choses auxquelles s'opposent les Romains des Bois et ses compagnons, ce sont les barons. Et sauf qu'encore une fois, à l'époque, hein, les termes ne sont jamais innocents. À l'époque, hein, depuis les années 1850, et ça s'amplifiait à partir des années 1870, il y a, dans la presse américaine, on parle beaucoup des robber barons, donc des barons voleurs. Et sauf que ça désigne pas du tout des barons médiévaux, ça désigne les grands capitaines industriels, les grands pontes de Wall Street, par exemple. Regardez par exemple cette caricature qui date de 1889. Hein. Donc les barons voleurs du Moyen-Âge et les barons voleurs d'aujourd'hui. Les barons voleurs du Moyen-Âge, vous les avez ici, d'accord, dans cette. Alors en plus, c'est marrant parce que vous voyez, aux États-Unis, le Moyen-Âge, en fait, hein, c'est fini mousquetaire, hein, tant qu'à faire, on appelle. Parce qu'ils n'ont pas la même coupure chronologique qu'on a nous. Hein. Nous, on fait la coupure chronologique entre Moyen-Âge et Renaissance. Eux, le Moyen-Âge, c'est avant tout ce qui était avant la Révolution américaine. En fait, vraiment, hein. D'ailleurs, vous savez comment s'appellent les fêtes médiévales aux États-Unis, hein. Ils appellent ça des renaissances frères. Donc des foires renaissance, en fait. Ouais. Et les gens sont habillés en chevalier et tout. Ils n'ont pas la même coupure chronologique que nous. Donc voilà, donc les barons voleurs du Moyen-Âge, on a voilà, les seigneurs féodaux, et puis les barons voleurs d'aujourd'hui. Hein. Donc là, il y a le château était remplacé par l'usine, et puis donc, vous avez donc les grands capitalistes avec leur haute forme, hein, voilà, donc voilà. Tariff and monopoly, voilà, donc les monopoles et les taxes. Et vous avez donc à côté, évidemment, le prolétariat, hein, les paysans qui donc payent des taxes, voilà, ou barons voleurs, en fait. Et il faut comprendre qu'à l'époque, hein, dans les années 1880, on a une époque très dure en termes sociaux aux États-Unis. Hein. C'est d'ailleurs là d'où vient le 1er mai. Hein. Le premier 1er mai, en fait, c'est aux États-Unis en 1889. Hein, donc, oui, 1890, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à cette époque-là. Et donc, vraiment, on a l'image du baron voleur, c'est ça. C'est lié au grand capitaliste. Et donc, quand Robin des Bois s'oppose au baron, encore une fois, tout le monde fait le rapprochement en fait, entre les barons du shérif de Nottingham et puis donc les barons d'aujourd'hui. Et donc tout le monde fait, à contrario, la comparaison entre les militants de gauche, quelque part pour simplifier, hein, ou les militants populistes, et puis les militants, enfin, et Romain des Bois et ses compagnons. Alors c'est pareil, hein, donc vous allez avoir, tout comme NCYF qui est un élève de paille, il a fait un texte sur le roi Arthur, il va aussi faire un texte sur Romain des Bois, qui est aussi très marqué par un aspect social. Mais ce qui est assez amusant, c'est que vous allez avoir dans les comics, hein, les comics qui apparaissent au milieu des années 30, vous allez avoir très rapidement en fait des allusions à Romain des Bois. Et là par contre, il y en a une flopée. Encore une fois, j'insiste beaucoup, les comics sont produits par des gens, par des artistes qui viennent de milieux très populaires, qui viennent de l'immigration récente. On est dans les années 30, donc on a une période de crise économique très forte. Hein. C'est des gens qui voient sous leurs yeux la pauvreté. Hein. Vous avez un quart des salariés américains qui perdent leur emploi à ce moment-là, donc c'est pas rien qui se retrouvent au chômage. Et donc on a une très grosse production en fait de bandes dessinées sur Robin des Bois. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir les auteurs de comics qui vont se dire, c'est pas les premiers à le faire, hein, ça commence un peu dans les polars, mais vous allez avoir des auteurs de comics qui vont dire, mais si, au lieu de raconter Robin des Bois, si on plaçait Robin des Bois à l'époque contemporaine. Et donc ils vont créer des personnages, je vais employer un terme bizarre, robinesque, je ne sais pas d'autres termes, voilà, donc des personnages qui ressemblent à Robin des Bois, mais en les plaçant dans des contextes contemporains. Et là, ça donne ça, par exemple. The Arrow, alors là c'est des super-héros en fait, hein, donc vous avez des super-héros qui ressemblent à Robin des Bois, donc The Arrow, c'est la flèche en fait, hein, donc, qui apparaît si je me souviens bien, je l'ai noté, qui apparaît en 39, oui, non 40, pardon, avril 40, hein, là vous voyez qu'il combat évidemment un peu comme Captain America, mais après des nazis. Vous allez avoir aussi par exemple un autre personnage qui a priori n'est pas associé forcément à Robin des Bois, mais en fait, si, Robin, donc le compagnon de Batman. En fait, hein. Ben, le compagnon de Batman, il s'appelle Robin, parce que tout bêtement, il s'est dit dès son première apparition, c'est tout bêtement le Robin des Bois moderne. En fait, hein. Donc, et ils vont, pareil, punir généralement des barons voleurs ou des grands mafieux, en fait, voilà, qui sont associés à ça. Vous allez voir, par exemple, là, une mélange tout, encore une fois, Golden Arrow, en fait, qui se déroule dans un contexte de western, en fait, voilà, donc, qui aussi.
Et pareil, hein, le plus connu, hein, donc The Green Arrow, hein, qui apparaît en 41. Hein, et là, c'est extrêmement intéressant parce que là, c'est un super-héros qui est encore très actif aujourd'hui. En fait, il y a encore plein de bandes dessinées sur Green Arrow. Il y a même des séries télé sur Green Arrow. En fait, hein, donc, en fait, là, c'est pareil, c'est complètement un Robin des Bois moderne. Ce qui est assez amusant, c'est que très rapidement, Green Arrow, en fait, les auteurs vont s'amuser à l'envoyer au temps de Robin des Bois, par exemple en 42. Vous avez Green Arrow qui va être téléporté dans le temps. Ils expliquent jamais comment ils s'en fichent. Je vais dire, voilà, il s'est téléporté dans le temps. Et donc, il est téléporté dans le temps à l'époque de Robin des Bois. Dans cette version-là, hein, vous avez Robin des Bois et Green Arrow qui donc, sont dans la forêt de Sherwood. Et donc, Green Arrow décide de s'opposer, hein, c'est marqué juste ici, en fait, hein, aux greedy and powerful men who hate Robin Hood, donc les hommes puissants et greedy, greedy, c'est donc accapareur quelque part, hein, donc, qui déteste Robin des Bois. Donc encore une fois, on est dans un discours très social. Là, c'est pareil, 149, vous avez Green Arrow qui va aussi retourner encore une fois à l'époque de Robin des Bois. Alors, je le dis, c'est assez amusant parce que là, d'un coup, par contre, là, on est en 49. Et bizarrement, à partir de 47, 48, 49, il y a une baisse des productions liées à Robin des Bois. Et même, vous allez avoir dans certaines versions, notamment dans certaines versions de certaines bandes dessinées ou certains films associés au mythe arthurien, les méchants, par exemple, vont parfois prendre des têtes, on va avoir le même chapeau que Robin des Bois, avec le béret avec la plume. Et donc, on comprend, hein, parce qu'on est à une époque de poussée macartiste, hein, de période d'anticommunisme fort, il y a des auteurs assez clairement proches de McCarthy qui vont quelque part associer Robin des Bois avec un discours communiste. Et ça va éclater au grand jour en 53, où vous allez avoir une femme en fait, hein, qui va être une responsable des bibliothèques, qui va décider dans l'État de l'Indiana, qui va décider de retirer tous les livres associés à Robin des Bois sous prétexte que ça serait des livres communistes. Ça va tellement loin que cette polémique prend une ampleur nationale. Vous allez avoir carrément des articles dans le New York Times qui vont parler de ça. Et vous allez avoir des étudiants qui vont décider de protester, de protester contre cette décision, qui vont fonder un mouvement qui s'appelle The Green Feather Movement, le mouvement de la plume verte, et un mouvement qui va prendre de l'ampleur sur plusieurs campus, hein, et qui devient en fait une espèce de mouvement fer de lance pour lutter contre le macartisme. En fait. Et donc, vous voyez, encore une fois, vous avez un personnage médiévaliste, hein, qui est, encore une fois, un personnage médiéval qui n'est pas du tout dans son contexte médiéval. Hein. Le but, il n'est pas utilisé comme le but, c'est pas de reconstituer l'histoire, c'est d'utiliser en fait un personnage à travers un discours politique. Et donc, après ce mouvement-là, en fait, hein, entre 52, 53 et 54, vous allez avoir en fait quand McCarthy chute, hein, vous savez qu'il est censuré par le Sénat à la fin de l'année 54, hein, et bien tout bêtement, autant on a eu une baisse de production des bandes dessinées associées à Robin des Bois à cette époque-là, et une hausse des productions associées au mythe arthurien, autant après, c'est l'effet inverse. Les productions de bandes dessinées ou de films sur le mythe arthurien baissent, et puis à partir de 55, 56, vous allez avoir une hausse de production en fait des bandes dessinées ou des séries télé liées en fait au mythe de Robin des Bois. En fait. Et par exemple, vous allez avoir une série télé, hein, qui arrive sur la. Alors, je ne pense pas qu'elle ait été beaucoup diffusée en France, hein, mais une série télé qui est faite en Angleterre, qui s'appelle Les Aventures de Robin des Bois, tout bêtement. Et c'est assez amusant parce que beaucoup des auteurs de cette série télé-là sont des auteurs américains qui ont été blacklistés. Vous savez qu'à l'époque, il y a beaucoup d'auteurs, hein, à Hollywood, parce qu'on les soupçonne d'avoir des sympathies de gauche communiste, hein, qui ne peuvent plus écrire, donc ils vont écrire pour cette série qui est faite en Angleterre. Et cette série va rapidement être adaptée en bande dessinée, avec par exemple cet épisode-là, je l'ai pris parce que c'est quand même amusant, c'est un peu amusant. Évidemment, vous avez Robin des Bois sur un arc géant. Voilà. Et c'est assez amusant parce que dans cette série-là,
vous allez avoir, à la fois dans la série télé et dans les comics, en fait, hein, vous allez avoir, en fait, là, vous avez un personnage qui est assez fascinant, en tout cas une vision d'un personnage assez fascinant, parce que vous avez, là, vous avez Marianne, en fait. Autant dans les films de Romain Desbois, la plupart des films, Marianne, c'est voilà, c'est la femme classique, voilà, dans un rôle très féminin. Autant dans cette série, qui a fait pas mal de temps progressiste, la Marianne n'hésite pas à prendre un arc et tout, à combattre et tout. Donc on est dans un discours là proto-féministe. Et là, je vous montre des exemples justement de bandes dessinées. Il y a plein, voilà, entre 56, 55, 56, 57, 58, vous avez plein de séries de comics qui paraissent sur Romain Desbois. Et c'est pas un hasard parce que, encore une fois, c'est une manière, en quelque part, de répondre en fait hein, au macartisme hein, qui est, qui est fait. Et d'ailleurs, hein, à peu près à la même époque, vous allez avoir en fait aussi je crois que c'est dans les pages de Vaillant, je ne sais plus l'année où ça commence, hein, mais dans les pages de Vaillant en France, hein, vous allez avoir aussi une série de Romain Desbois qui va apparaître. Je finis très rapidement, parce que ça c'est pareil, on pourra en parler des heures, parce que ça on avance un peu dans le temps, mais assez rapidement, vu que, en fait, encore une fois, le but des auteurs américains, c'est pas de représenter le Moyen-Âge comme il est, mais c'est d'utiliser le Moyen-Âge pour faire passer des discours, en fait. Et bien, tout bêtement, assez rapidement, on va prendre plein de libertés avec les légendes, et donc on va notamment transformer des personnages masculins en personnages féminins. Ça commence dès les années 60, hein, mais là, vous avez un exemple avec, par exemple, Green Arrow, en fait, hein, qui va être aidé par Miss Arrowhead, en fait, donc un Robin des Bois féminin, hein, donc voilà, donc, ça continue, hein, y compris dans les années 90, où là, ils étaient carrément Robin of Sherwood, où là, c'est Robin des Bois, mais féminisé, mais en bande dessinée. Et ça, c'est devenu, ça, on pourrait passer pas mal de temps là-dessus, parce que on a la même chose aussi dans la bande dessinée arthurienne. Mais le temps avance beaucoup, et je pense qu'il est temps aussi, pour moi, de terminer, en tout cas, de laisser la place aux questions que je pense vous avez de nombreuses questions. N'hésitez pas. C'est à vous. La parole est à la salle.